On ouvre à nouveau la parenthèse avec vous, madame, monsieur, bonjour, bienvenue, on y est. C'est déjà le 4e numéro de votre matinale qui dresse le pont pour la prochaine saison. De 5 sur 7 matin en cette fin de semaine, nous vous embarquons une fois encore dans notre univers. Vous entendez parler de compléments alimentaires. Vous ne savez pas fondamentalement ce que c'est. Bien, restez avec nous pour tout savoir. On parlera également de mode, d'art, de géographie, d'histoire autour des thèmes bien définis. On n'oublie pas, bien évidemment, le quiz. Le rituel, vous le connaissez déjà. Avant toute chose, c'est notre astrologue visionnaire qui nous introduit. On prend des nouvelles du signe papillon. C'est bien évidemment l'astrologie selon Pipio Bajo, l'astrologue Didévo. Avec l'astrologue Didévo, avenir assuré. avec l'astrologue Didévo, Avenir assuré, assuré, assuré. Monsieur Aslog, Ça va? ça va très bien. Attends, là, papa. Eh oh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Là, on va encore de sa fouille. Ah, là, tu es merci. Asia. Ami. Ça va? Ça va très bien. Seglo. Oui, ça va. Nous évoluons. Et c'est le 31 décembre, Jimmy. 31 décembre. 31 décembre. 31 décembre. Ah, donc, pour la vie, mon dit. On a 29 ans. 29 ans. 29 ans. Ça va te dire Doji. On est juillet. Eh, non, mon coup. Ah, 29 ans. 29 ans. Ah, Jivia. On a dit vite les bois. Pourquoi mais Jivia? Nos carreaux, et le marché. On va dire, on va faire tout ce que nous avons quoi. Ouais, mais à mon point, ils ont diviné. Et les soucis, nous m'y C'est ça. Papillon, là, on dodge, ya. Et fait dire, à Blodion, à quoi il fait un peu, oui. Les papillons, là, ils ont à peine 30 ans. Ils ont coup. Elle fait dire, à Dondo, il y a Oubi. Et de beau, et qu'elle baby, beau, à son en dodge, ya, tu décides, ma coup de plus. Là, donc, à cause de par les papillons. Les papillons ne vivent longtemps. Merci à ce mi blonde n'est bon. Il y a le frère qui a le bon. Après, on a dit que beaucoup. Merci, monsieur. Oui. Avec vite, on dit que à son pot. Regarde là, si tu es là. L'homme, famille, tu es là, l'homme, tu es adoré. Ah bah, et ma radio a fini. Elle a vu, elle a vu la cour à son enfant là. Et le débois. Et le débois. Ok. Ah oui. Et bien là, où mais. Marquis, elle m'a dit nous quoi. Asia. Puis, viens là. Et madame, mina ça, l'homme. On a un débois à coup. Asia. Et ça, le bloc, quoi, y. Et un débois, y. Asia. Hein? Ah oui. Et. Tu as connu tes filles, y. Asia. Et papillon. Et la couillère, et le bois, là. Et puis, Dieu fait de 1 an. Et le fait 9 ans, 30 ans, père, non? Et quand la couille, vous voyez la couille. Oh, on là, mais, hein. Chez nous comme ça. On a job, Un astrologue visionnaire très particulier, Nikado Kouvi, bonjour. Herman Amégan, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. J'espère que tu n'es pas du signe papillon. Eh ben non, pas du tout. On a besoin de toi sur la parenthèse également. L'ORTB a besoin de toi aussi. Je suis plutôt du signe abeille. Je pique très fort. Très fort. Et justement, on va piquer très fort, mais on va parler de photographie. C'est la rubrique art. Eh bien, on avait entamé... L'art s'intéresse encore et toujours à la photographie, mais la photographie sous un autre angle à présent. Absolument, on avait parlé de l'histoire un peu, on a fait une petite jeunesse de la photographie la fois passée. Aujourd'hui, je vous embarque dans la découverte des rondeurs des corps, découverts mais dans le plus simple expression, dans le plus simple tenue. En tenue d'Adam, je veux parler aujourd'hui de nu, mais de nu artistique. Et pour vous donner une idée de ce que c'est, on regarde ce sujet de Rodrigue Babagbeto. Décor dans les tenues d'Ève et d'Adam. La nudité se révèle dans les contrastes et les contre-jours. La lumière se pose pour laisser planer une dose de mystère dans le noir. C'est le nu. Le nu est un genre photographique
tout comme on peut trouver la photo de sport qui est un autre genre, tout comme on peut trouver les portraitrices. Le nu consiste à photographier des corps humains sans habits. La dite jeune génération de photographes, il y en a beaucoup qui font du nu. Hein? Il y en a. Au Bénin, il y en a beaucoup qui font du nu. Même si pour le moment, ils ne sautent vraiment pas le pas et de montrer ce qu'ils font. Près d'une demi-douzaine d'artistes pratiqueraient le nu au Bénin. Dans cet univers où côtoient nu masculin et nu féminin, la règle d'or est confiance et complicité totale entre modèles et artistes. Je rencontre toujours les modèles avant, donc je ne commence pas une séance photo de nu comme ça. Voilà, je la rencontre avant, j'explique, je montre mon travail, j'explique ce que je fais, j'explique comment je travaille, j'explique comment se préparer aussi. Il y a des petites règles à respecter par rapport simplement à la préparation du corps. Donc je donne tous ces conseils et je m'assure qu'effectivement le modèle est tout à fait d'accord avec ce qui est prévu et on prévoit un petit peu ce qu'on va faire. J'ai mis par exemple 6 ans à convaincre une fille de poser pour moi. Elle a fini par poser, mais ça fait 6 ans. Le défi d'une séance du nu est unique. On regarde, on apprivoise et on se révèle. Surtout, on reste loin de l'indécence. Ici au Bénin, les gens confondent le nu artistique et la pornographie. J'ai souvent entendu ça. Ça n'a absolument rien à voir. Je pense qu'en regardant les photos que vous avez vues, vous faites quand même la différence entre du nu artistique et de la pornographie. Il y a vraiment, en tout cas dans mon travail, une limite qui fait par exemple qu'on ne voit jamais les parties intimes et que c'est esthétiquement joli. Donc il y a un travail de l'éclairage, de la lumière qui est fait derrière. C'est pas simplement photographier quelqu'un qui est nu comme ça. Ça fait, comme je vous le dis, plus de 20 ans que je fais ce sujet-là. Je ne crois pas qu'en photographiant les courbes et les rondeurs, je suis déjà allé dépasser ce qu'on peut appeler dans notre pays cette ligne rouge-là, qui pourrait croire que je suis dans de la pornographie. J'ai pris l'habitude de dire, à la différence du gynéco, justement, moi je ne touche pas. Gynécologie de la photographie est-on tenté de dire, le nu se veut aujourd'hui un moyen de repossession du corps africain, une approche qui, bien que peu connue des Béninois, semble représenter une équation à plusieurs inconnus. Le nu en photographie, ça a l'air plutôt intéressant, Nicolas. Oui, je sais que votre palpitant s'est emballé quand vous avez vu tous ces corps dénudés, découverts dans leur plus simple expression. Cela dit, c'est comme le dit Eric Christian Aono dans le sujet, il ne s'agit pas de pornographie, il s'agit d'une expression artistique. C'est un genre photographique à part entière. C'est un genre tout à fait pas nouveau du tout, révolutionnaire en quelque sorte. Il y a eu beaucoup de peintres de nus, mais des photographes de nus, il y en a aussi beaucoup depuis les années 1950. Et à nos jours, avec le développement du numérique, c'est un phénomène qui envahit la toile avec la naissance de nouveaux peintres, de nouveaux photographes du nu. Alors au Bénin, on a Eric Christian Aono, comme on l'a vu dans le reportage, qui est un photographe attitré du nu, on va le dire. On en a beaucoup, mais lui, il se démarque vraiment du lot parce qu'il est un maître de la matière. Il fait du nu depuis 20 ans maintenant. Eric Christian Aono, qui est-il? L'homme se raconte un peu plus dans ce sujet, mais nous lui avons surtout posé la question, pourquoi s'intéresser au nu des femmes tout en rondeur? Bonjour, je suis Eric Aono, photographe. Je suis plus proche de la soixantaine parce que j'ai dépassé la cinquantaine depuis. Je suis marié. Mon quotidien à moi est simple. Je suis photojournaliste, donc je m'occupe de l'actualité. Et quand ce qu'il y a comme actualité ne me permet pas de gagner mon pain au quotidien, je gère mes autres rendez-vous et je travaille au studio sur le nu, sur le portrait, sur autre chose. Pourquoi les femmes rondes? Au début de ma carrière, si vous voyez un peu mes photos, j'ai beaucoup travaillé sur les standards de beauté canon pour
des mannequins pour ne pas être attaqué. Bon, aujourd'hui, je pense que j'ai le dos assez large pour diversifier ce que je fais, donc je travaille sur les hommes. Je travaille également sur des femmes rondes. Les femmes rondes présentent tout ce que je veux. Parce que je dis, je travaille sur les courbes et les rondeurs. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur sujet que des femmes rondes. Et vraiment, ces genres de corps sont toute une poésie. Donc, on gère, on travaille, on montre ce qu'on veut, et après, les sentiments se diversifient et les gens disent... Des corps artistiques, des corps poétiques, source d'inspiration de l'artiste, du photographe, qui sont transposés à travers ces œuvres qui sont vendues à des dizaines, on va dire, d'exemplaires, des centaines d'exemplaires, un peu partout en Afrique et dans le monde. Oui, absolument. Et l'intérêt de la démarche d'Eric Christian Aounou est assez, comment dire ça, sophistiqué. Il est intéressant en cela que l'homme joue énormément avec l'ombre et la lumière. En cela, moi, je le compare à un certain peintre, le Caravage, maître de l'ombre et de la lumière. Et son terrain de prédilection, c'est le noir et le blanc, comme un certain Soulage. Et cela, il le fait depuis 20 ans. Mais sa démarche artistique en elle-même a évolué. Au départ, l'homme jouait avec les canons de la beauté. En début de carrière, il fallait quand même prendre quelques gants. Il jouait avec des corps replets de femmes simples, de femmes, des mannequins, comme on peut le dire. Mais après 20 ans, après 10 ans, on a le dos assez large pour évoluer vers des courbes plus généreuses, comme vous les aimez d'ailleurs, Arman Amégan. Ah, vous n'en savez rien du tout, Nicanor. Ah oui, j'en sais beaucoup. Vous voulez qu'on dénonce, on dévoile quelques petits secrets de couvent aux téléspectateurs? Non, je préfère qu'on s'en tienne vraiment rigoureusement à la photographie. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Amégan aime le nu, il aime les formes généreuses comme Eric Christian Aounou. En tout cas, j'aime la photographie du nu. J'aime bien contempler tout ce qui est artistique, tout ce qui est poétique, tout ce qui reflète une certaine ingéniosité, un certain génie. J'aime tout cela. Et autant j'aime le nu, autant j'aime la littérature, j'aime les arts en général. Oui, c'est ce que je dis. Vous aimez fantasmer sur le nu. Comme vous, amis téléspectateurs, Eric Aounou, c'est absolument à découvrir. Sur la toile, ses œuvres sont à suivre aussi. Sur Twitter, sur Instagram, vous pouvez vous abonner à ses comptes. C'est un grand maître. Merci Nicanor d'être passé sur le plateau de la parenthèse. Merci à la parenthèse. Votre parenthèse à vous est refermée, bien sûr. Et on vous retrouve déjà lundi, c'est déjà ça? Lundi prochain. Lundi prochain. Pour parler, on va plutôt garder le secret. On garde le suspense. On garde le suspense pour lundi prochain. Donc, merci à vous, Nicanor Kouvi. Et juste derrière vous, on va parler de géographie. Connaissez-vous Covey? Oui, absolument. Bien sûr. On parle de Coventry chez nous. Ou peut-être Covey City. Non, de Coventry. Ok, d'accord. Alors, on va découvrir cette région-là. Ce sera dans la rubrique de Repère 229. Repère 229, c'est Bruno Swali qui nous parle de cela. Bruno, bonjour, bienvenue. Bonjour Herman et je salue les téléspectateurs. Entre-temps, un plat plutôt atypique a fait son entrée sur le plateau, ou du moins a rendu visite à la parenthèse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Et dont les effluves sont en train de convoquer le peu de salive orpheline qu'il y a dans ma bouche. En tout cas, ce qui est sûr, après l'émission, vous pourrez vous servir, il n'y a pas de souci. Non, je vais me servir en direct là. En direct, il n'y a pas de souci, c'est permis. Alors Bruno, on parle de Covey, c'est bien cela? Oui, on va parler de Covey, une commune du département du Zou. Et pour en parler, qui de mieux qu'un natif de cette commune, de cette ville, et qui de mieux qu'un chef traditionnel de cette ville. Nous sommes ce matin en compagnie de Constant Yawedeo. Lui, c'est Agonlé en déplacement, et Covey en particulier en déplacement. Donc, c'est une chance de l'avoir sur ce plateau. Bonjour, Constant Yawedeo. Bonjour. Voilà. Donc, avec vous, on va découvrir mieux la commune de Covey, ses spécificités, ce que cette commune a à offrir. Mais avant, on va sur cet élément et on revient juste après pour les compléments avec Constant Yawedeo. Nous avons l'honneur ce jour de vous emmener dans le département du Zou, précisément à Agonlé, dans la commune de Covey.
Située à environ 96 km de la ville de Cotonou, la dite commune enregistre en son sein, d'après les derniers chiffres, une population d'environ 34 442 habitants avec une densité de plus de 98 habitants par kilomètre carré. Malgré le climat pas toujours favorable, les habitants de Covey ne manquent pas d'exploiter les 75% d'humidité dont disposent leurs terres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur une superficie d'environ 52 000 hectares, soit 525 km², grande partie reste réservée à l'agriculture, à l'élevage et j'en passe. Ceci leur a d'ailleurs valu, après la culture de riz, d'être l'un des peuples rois en fabrication de beignets d'arachide et d'huile d'arachide, communément appelée azimi. La population de Covey ne travaille pas uniquement. Elle aime danser le tampéhon, par exemple, encore appelé chokli kanjibé, rythme importé du Bawémé. Les habitants d'Agonli sont d'ailleurs connus sur toute l'étendue du territoire national comme étant la seule région à détenir non seulement le secret du rythme, mais également le monopole. Il faut préciser que son origine reste mystique et insondable. Dans le même temps, le sato est un rythme qui est aussi beaucoup pratiqué à Covey, rythme des régions de l'Ouémé et du Zou. Il se caractérise par la présence de grands tambours sur lesquels des hommes dans la fleur de l'âge viennent frapper à l'aide de béton recourbé. Cette danse est beaucoup plus sollicitée lors des cérémonies funéraires. Ligui Ferdinand Wessou est l'actuel maire de cette commune qui a à son actif 8 arrondissements. Il s'agit de Adogbe, Kunli, Weko, Pwenonso, Lantakobe, Naogon, Soli et Zoba. Si vous avez envie de faire plaisir à un Agonlino, c'est simple, offrez-lui du bon cluc-cluc. C'est tout simplement beau, n'est-ce pas Bruno Swali Covey dont on parle aujourd'hui dans Repère 229. Covey, bien entendu, vous avez vu dans l'élément au passage, on remercie nos collègues de la Radio Nationale qui ont réalisé ce reportage sur la magnifique commune de Covey. Il est dit dans le reportage que si on veut faire plaisir à un ressortissant de Covey ou d'Agonlé, de lui offrir du cluc-cluc. Quels sont les repas avec lesquels à Covey on prend le cluc-cluc? Oui, le cluc-cluc, il faut le préciser, quand c'est pas pimenté, c'est pas d'Agonlé. D'accord, donc première spécificité, oui, ça doit être pimenté. Nous qui sommes d'Agonlé, qui sommes habitués à ça, quand c'est pas pimenté, que les téléspectateurs m'excusent, nous avons la nausée. Là, c'est... On sent qu'il y a une donnée de la recette qui n'est pas respectée. Oui, et bien assaisonné, pimenté, et ça c'est d'Agonlé. Et nous mangeons ça traditionnellement avec le gari qu'on délaie. Oui. Oui. Maintenant, en dehors de ça, on mange ça également avec le manioc préparé ou fumé. Et, quand vous avez envie d'attendre le repas, vous prenez ça un peu en apéritif. Ça peut être seul ou avec un peu de sucre. Et ça, c'est très agréable également, surtout quand c'est assaisonné avec quelques condiments également. Voilà, alors dites-nous aujourd'hui, si un touriste veut aller à Covey, qu'est-ce que Covey offre à ce touriste-là comme attrait pour son séjour? Oui, comme attrait pour son séjour, la première chose, c'est d'abord que Covey a la chance d'avoir une organisation traditionnelle. Oui. Si bien que la région d'Agonlé
a son roi qui est logé à Corvey. Donc nous avons le palais, parce que quand on vient, il faut faire allégeance. Il faut commencer par le Da. Il faut commencer par le Da, le roi d'Agoni et le roi Zéré. Donc nous avons le palais du roi d'Agoni qui est à Kovela plus précisément. Donc c'est la première chose qui s'offre pour dire je suis là pour avoir toute la sécurité qu'il faut sur le territoire et circuler. Bon, en dehors de ça, nous avons la source thermale. Nous avons une source thermale Kété. Et cette source avait été exploitée entre-temps par la Société des eaux du Bénin avant que d'autres dispositions ne soient prises. Et c'est un peu dans un état de délabrement aujourd'hui, mais vous y allez, c'est très attrayant. Il faut vraiment penser à sa réhabilitation. Donc, c'est un site touristique. C'est là, ça fait très longtemps. Et beaucoup continuent d'aller là. Les gens, ils vont, le matin, ils restent jusqu'au soir, ils font la lessive, ils sèchent, ils ramènent de l'eau thermale. De l'eau thermale. Oui, j'en connais qui, depuis que moi je suis né, je les ai vus en prendre. Et leurs femmes vont leur en chercher tous les jours. Et c'est ça qu'ils prennent. Ils sont en très bonne santé. Donc, c'est un attrait touristique qui est là aussi. Nous avons aussi la forêt sacrée, qu'on appelle le Ponzou. Et c'est juste à l'entrée, en face de la place Marie-Wendo. Oui. Oui, donc c'est une forêt qui doit être réhabilité également pour mettre ça sous les formes qu'il faut pour que les gens puissent mieux découvrir. C'est la forêt qui donne tous les fruits à toute saison. D'accord. Oui, vous y entrez, vous mangez les fruits que vous voulez, mais gare à vous, si vous prenez un seul et que vous voulez sortir, vous ne retrouvez pas le chemin. Wow. Oui. On va manger ça dans la forêt. Oui, parce que c'est une forêt qui a été instituée pour pallier à la famine. Donc c'est dans l'optique là que la divinité Bossikon a indiqué la forêt, et la forêt a été classée à notre propre niveau, donc c'est préservé jusque-là. Quand il y a problème, quelqu'un n'a pas à manger, il va là, il va au moins trouver quelque chose à manger dans la journée. Toujours. Oui, mais comme les divinités sont là aussi pour faire du bien à toute la communauté, la précaution est que il ne faut pas que quelqu'un, ils connaissent nous les hommes, il ne faut pas que quelqu'un aille des fruits pour aller faire un commerce, ramasser tout, aller à lui seul, aller faire un grenier chez lui. On fait un grenier chez lui, donc les élèves de l'école de base de Todo, de Touégon et autres là ont l'habitude de se balader quand on était encore là-bas pendant les activités coopératives. Il y a y aller, mais quand le soir l'enfant ne vient pas à la maison, c'est là qu'on court d'abord pour aller voir s'il n'est pas dedans. Et s'il est dedans, on lui vide les poches et il rentre à la maison. Alors, Constant Yawedeo, puisque vous êtes aussi un chef traditionnel, parlez-nous de la culture de Kovey qui, on va dire, hein, on s'en est aperçu dans le reportage, est très riche. On a vu cette danse Sato, je crois, oui. Et avec des tambours énormes. Oui. Et là, le Sator chez nous est sacré parce que c'est une divinité. Et la divinité qui gouverne le Sator, c'est Kété. Donc, à l'histoire, c'est qu'il y avait une dame qui était allée dans la brousse et s'est retrouvée devant une panthère qui, quand elle a voulu réagir, elle a retrouvé un homme qui lui a dit non. Il y a des calamités qui sont en vue et qu'il va falloir forcément conjurer. Donc, elle a indiqué cette forme de tam-tam avec quel bois il faut, tronc d'arbre il faut faire, et la peau de quel animal. Et pour taper, c'est avec des bois crochus, et il faut être orphelin
pour jouer et il ne faut pas être habillé non plus. Ou même si vous devez être habillé maintenant qu'on est en train de faire chose, ça doit être un habillement qui laisse beaucoup de... Ça se voit même sur les images à l'instant. Les images d'ouverture et ça ne se laisse jamais fermé dans une chambre. Vous allez là où on parque les sator, c'est toujours ouvert ou c'est pour que les gens ne saccagent pas. On laisse beaucoup d'ouverture. À quel moment sort cet tambour-là? À quel moment? Justement, c'est recommandé et que ça sort à des grands moments. C'est quand vous entendez, sinon que chez nous à Agoni, comme le Zinli à Abomey annonce la mort, le décès, c'est Tiengoumen au départ qui l'annonce chez nous parce que Kové s'est marié. Vous voyez, mais quand il faut annoncer la mort d'un chef traditionnel, d'une grande personnalité, avec le Tiengoumen, ça fait la même chose que tout le monde. Donc, c'est recommandé que ce soit à une occasion exceptionnelle. Donc, quand un chef traditionnel meurt ou un sage d'une famille meurt, c'est avec le sator qu'on annonce le décès parce que ça fait suffisamment de bruit. Donc, quand le bruit va loin, tout le monde sait que ce rythme-là, ce bruit-là, ça, c'est une grande personnalité et on abandonne tout et tout le monde court pour y aller. Donc, sator, c'est sacré. Ça ne sort que pour des cérémonies traditionnelles de personnalité. Et maintenant, on va finir. Alors, parlez-nous un peu des gens de Kové, parce que c'est quand même une belle région du pays. Peut-être que, pourquoi pas, Eman pourrait aller là-bas pour son choix. Ça, c'est une certitude. Surtout qu'on va dévorer le cluclu là tout à l'heure. Donc, j'irai à la source même du cluclu. Oui, c'est vrai que le temps passe, mais il y a des aspects que... J'ai bien voulu parler du Guélédé. Allons-y. Le Guélédé qui est Nago, mais l'histoire a fait que il y a une forte communauté de Nago qui est à Kové, surtout à cause de l'histoire d'Abomey, de Kétou et autres, où Akonhebo était dans l'histoire une partie où le roi avait une partie de son camp. Donc, ça a fait que à Kové, nous faisons du Guélédé. Mais notre Guélédé, nos masques ne sont pas comme on savait Kétou. Quelle est la différence? Nago, la différence, c'est que nos masques sont parlants. Oui, là, les masques font des gestes. Vous avez une case, ça peut s'ouvrir, quelqu'un va sortir, il va rentrer et ça fait passer des messages. C'est ça la différence entre le Guélédé de Kové et le Guélédé de Kétou, ou Guélédé Pioma Nago. Oui. Alors, et pour finir, les gens de Kové, on en parlait très rapidement en 30 secondes. Oui, les gens de Kové sont des gens très sympathiques. D'accord. Oui. Comme vous d'ailleurs, vous ne vous êtes pas fait prier pour venir sur ce plateau. Vous avez vraiment été sympa au téléphone. Justement, c'est ça l'homme de Kové, mais il aime la sincérité. Et quand il y a la sincérité, l'homme de Kové, il n'a pas du tout de problème. Et les gens ont souvent pensé que parce que nous avons aussi un peu de richesse spirituelle, que les gens de Kové sont mauvais. Vous ne verrez jamais un homme de Kové, quelqu'un de Kové, vous agresser s'il ne vous prévient pas. C'est ça la particularité. Alors, monsieur, je pense que tout est dit. Oui, tout est dit. Mais avant qu'on ne mette un terme à cet entretien, bien sûr, vous ne pouvez pas venir ici et nous parler que le français. Vous allez nous parler le Mahi, n'est-ce pas? Oui. Très rapidement. Un mot à la communauté, on va dire. Voilà, Mahi qui vous suit, surtout de Kové qui nous suit actuellement. Oui. Et maintenant, on est amis. Et nous avons gagné. Les amis, nous commettons des et vivons. Bon, les amis, et Mikaï, à qu'on soit souvent, on l'a de bien, mais quelqu'un veut bleu, non, vibonné, à qu'on est à Fointé. Merci beaucoup. Alors, pour finir définitivement
comme Jésus l'a On fait. devait avoir l'interprète, Mylène par exemple. Je ne vais pas sortir le mot, sinon elle va m'en vouloir. Sinon, j'ai bien envie de dire qu'elle est déracinée. Non, c'est pas, Elle viendra vous répondre, c'est sûr. pas évident. Alors, d'accord, pour finir, on va faire la fraction du clic-clic. La fraction du clic-clic, d'accord. C'est là, non? C'est au chef traditionnel, de nous montrer comment on fait la fraction du clic-clic. Comment ça se fait? Oui. Comme à Covey. Hein? Comme à Covey, nous prenons la précaution d'enlever les bouts. D'abord. Parce que c'est pointu et on estime que ça peut amasser des déchets. Microbes, donc on enlève. D'accord. Oui, c'est d'abord ça. Et comme ça, c'est long. On casse le juste milieu. Le juste milieu. Et on commence la consommation. Yes, ouais. Voilà, donc on est vraiment à Covey ce matin. On est vraiment. Alors, vous passez la seconde partie. Voilà. Donc, Bruno. Donc, je vais faire comme vous parce que. Voilà. Oui. Donc, voilà. C'est le clic-clic ce matin. Oui. Pimenté, comme vous les aimez. oui, forcément. Et là, dans le repas principal que nous faisons avec le coucou, c'est le bigot. Le bigot. Oui, à moitié cuit. Vous préparez le gari avec les assaisonnements qu'il faut et vous mélangez tout avec un peu d'huile et ça se consomme quand vous mettez ça au bain-marie et que c'est chaud, c'est très agréable et ça prend beaucoup d'eau. Donc toute la journée, vous êtes au boulot. Voilà, donc voilà comment on a démarré notre matinée. Covey oblige. Avec du clic-clic. Voilà, donc et on va la poursuivre ainsi certainement. Bien sûr. Alors merci à vous Bruno Soali pour votre brillante rubrique. Merci également à vous Monsieur Constant Yawédiou d'être passé sur le plateau de la parenthèse. Votre parenthèse à vous se referme, mais ne se referme pas définitivement parce que justement l'émission va se poursuivre cette fois-ci avec Ariane Da Silva. Ce sont les baignoires de l'extérieur. On a pris les nouvelles de l'intérieur du pays. On va se diriger à présent à l'extérieur du pays pour prendre les nouvelles des baignoires de la diaspora. La rubrique Les Béninois de la diaspora ou Béninois de la diaspora, si vous voulez, s'intéresse à ces compatriotes qui sont répartis un peu partout dans le monde et il y en a qui sont étudiants, il y en a qui sont travailleurs, il y en a qui sont de diverses classes professionnelles ou socio-professionnelles. Et avec vous, on essaie de les découvrir. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Herman Amegan, bonjour Bruno. Comment allez-vous ce matin? Ah oui, on va. On est vendredi et c'est la fin de la semaine. Voilà. Oui, je remarque. Apparemment, c'est très délicieux ce que vous mangez. Bien sûr, vous voyez que j'ai fait une petite. Une petite ouverture. Alors, la béninoise de la diaspora que nous avons choisi de vous faire découvrir ce matin s'appelle Mélodie Koubi. Elle vit à Washington, aux États-Unis, depuis 3 ans. Elle nous parle un peu des réalités américaines. On suit plutôt. Quand tu quittes l'Afrique francophone et tu décides de résider ou d'étudier dans un pays anglophone, il y a d'abord le problème de la langue qui se pose. Alors ici aux États-Unis, ils ont un système que moi j'ai vraiment apprécié. Lorsque tu viens directement, il y a des community colleges qui sont là. Peu importe ce que tu es, que tu viens dans le pays, que tu ne parles pas l'anglais, il y a ces community colleges là qui vous accueillent gratuitement. En même temps que tu étudies l'anglais, il y a des départements qui te permettent d'appliquer pour des jobs quand tu as besoin de travailler. Quand tu es dans les normes, tu as tes papiers, tu as besoin de travailler. Dans ces départements, si tu as besoin de travail, tu vas là-bas, ils vont te montrer comment appliquer pour obtenir un job gratuitement. Ici, à partir de 16 ans, déjà, les enfants ont la possibilité de travailler, déjà à 16 ans. Moi, personnellement, à 16 ans, au Bénin, à Cotonou, je ne travaillais pas. Pendant les vacances, j'étais à la maison. C'est vrai qu'à Cotonou, il y a des enfants qui travaillent pendant les vacances, mais c'est juste des jobs de vacances, en fait. Moi, je n'avais jamais fait ça. Mais ici, les enfants travaillent en plein temps. Tu peux travailler en plein temps ou tu peux travailler en vacances. C'est-à-dire que des enfants qui sont même au high school, qui sont au collège, comme on le dit chez nous à Cotonou, au collège, ces enfants-là ont la possibilité de travailler en plein temps si ils veulent. C'est un système que moi j'ai vraiment aimé. En Occident, c'est dans la plupart des pays occidentaux, c'est chacun pour soi. Chacun est dans son coin, chacun se mêle de ses affaires. Comme on le dit en anglais, mind your business. Like, chacun s'occupe de ce qui le regarde, quoi. Donc,
Tu peux t'habiller n'importe comment dans la rue, on s'en fout. On est actuellement en été, tu peux t'habiller comme si tu étais en hiver, porter ton manteau, tes bottes. On s'en fout, personne ne te dira absolument rien. On s'en fout pas mal de toi. Tu peux être en train de danser dans la rue, on s'en fout de ce que tu fais. C'est un système que moi j'aime beaucoup parce que en Afrique, vous savez, on critique beaucoup. Mais s'il n'y a pas ça, les gens ne parlent le temps. Chacun est occupé avec ses activités. Les gens n'ont pas le temps, donc on s'en fout de ce que tu fais ce que tu veux. Moi, j'aime trop ça en fait, parce que grâce à ça, j'étais quelqu'un de très timide, je sais pas, j'avais souvent peur du regard des autres et tout, mais depuis que je suis ici, moi, je m'en fous, je fais, parce que je sais que personne s'occupe de moi en fait, donc je m'en fous, je fais ce que je veux, je sors dans la rue comme je veux et tout, donc c'est un truc que moi j'aime un peu, c'est pas mal quand même. Donc c'est un peu comme ça on vit. À peine on se salue dans la rue parce qu'on ne se connaît pas, donc on n'a pas besoin de se saluer. Chacun est pressé. Donc c'est un peu ça la vie en communauté ici. Bon, on vit comme ça. Bye guys. Voilà donc Mélodie Koubi depuis Washington aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Elle nous parlait un peu des réalités américaines, de ce qu'elle aime là-bas. Là-bas, c'est du chacun pour soi, Dieu pour tous. Ouais. Personne n'a le temps de personne. Chacun va à ses occupations et voilà, le monde continue. Ça va à 100 à l'heure. Voilà, ça va à 100 à à l'heure. l'heure. Tout le monde bouge, Voilà. ça bouge. Chacun s'occupe de ses affaires. C'est un peu ça. Et il faut qu'on aspire à cela aujourd'hui. C'est vrai que cette chaleurosité, cet accueil-là qui est inné en nous, qui est propre à l'Africain ne doit pas disparaître. On doit rester solidaire, on doit rester, on doit se serrer, on doit continuer par se serrer les coudes. Mais il faut quand même. On doit trouver le juste milieu. Voilà, en fait. on doit trouver le juste milieu parce qu'il y en a vraiment qui font de la critique vraiment l'épicentre de leur existence. Donc Oui. à un moment donné, il va falloir oublier ces mauvaises habitudes-là et prendre ce qui est bien dans la culture des autres et avancer avec, n'est-ce pas? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc, on va retrouver Béninois de la diaspora très prochainement. Mercredi prochain. Mercredi prochain. Mais avant, on va continuer cette émission. On va parler de Good Luck. Vous savez ce que c'est? Ben oui, je sais ce que c'est. C'est quoi? Et quand je vois les hommes Donc, habillés en good luck, franchement, quoi, je tombe sous leur charme. Waouh. Voilà, c'est un secret que je partage avec vous. Donc, du coup. Et vous savez que notre réalisateur ce matin est en good luck. Oui, bien sûr. Très Arnaud beau, Arnaud très Togbenon. élégant, en bleu nuit. Arnaud Franchement, Togbenon, quoi. il est aujourd'hui en Good Luck. On va peut-être le prendre pour top modèle quand C'est pas mauvais l'invité comme de idée. Rebecca sera en train de parler. N'est-ce C'est pas? pas mauvais comme idée. N'est-ce pas? Alors, on va installer la rubrique mode, art, mode et beauté. La rubrique mode, beauté, bien-être, plutôt Nicanor, Kovi m'est resté quelque peu en travers de la tête avec le nu et la photographie ou la photographie du nu. Mais c'est bien évidemment la rubrique mode, beauté, bien-être. Rebecca Kenyan, on dit bonjour, bienvenue. Bonjour Emman Amégan, merci beaucoup. Comment vous allez ce matin? Ah, je vais superbement bien, surtout après avoir dégusté du cuicui. Oh, ça se voit. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Beauté, Mode, Bien-être. Alors, pour notre 4e numéro, nous vous proposons de faire une incursion dans l'univers de la mode. On parlera plus précisément de ce style connu aujourd'hui sous le nom Good Luck. Good Luck en anglais, vous savez ce que ça veut dire? Bonne chance. Merci. Je l'ai surtout gardé à cause du professeur d'anglais au collège. Quand il finit de composer l'épreuve à la fin, il met good luck avec point d'exclamation. Donc, ça vous est resté? Bien sûr. Oui. Merci beaucoup. Alors, pour la petite histoire, le style Good Luck est apparu avec l'ancien président nigérian Jonathan Goodluck qui aimait souvent s'habiller de la sorte. C'est un style qui montre qu'il est fortement attaché à la promotion des valeurs traditionnelles de chez lui. Il est fortement attaché aussi à sa culture et à ses origines. Il est perçu donc comme l'ambassadeur de la mode nigériane parce que l'on ne l'a jamais, alors presque jamais vu, en costume ou en tenue occidentale. Chaque fois qu'il sortait à chacune de ses apparitions publiques, il était toujours dans cette tenue qui a fait que tout le monde a fini par donner le nom Good Luck à ce style. Le style a dépassé les frontières du Nigeria plus tard pour conquérir tout le continent africain et même au-delà. Très tendance, il fait la pluie et le beau temps. Il peut être confectionné de multiples manières. Quelles sont ces manières, Eman? Où, quand, comment porter le Good Luck?
Pour répondre à cette question, qui de mieux qu'un styliste habilleur conseille pour nous éclairer, Eman? Alors, vous nous en avez trouvé un, bien évidemment. Bien sûr, notre invité du jour a pour nom Mohamed Hamidou Boussari. Il est styliste, spécialiste de la confection des tenues Good Luck. Monsieur, bonjour. Bonjour Ariel. Alors, dites-nous, quels sont les différents types de Good Luck qui existent? Merci beaucoup. Déjà que vous-même, vous êtes en Good Luck, c'est très joli déjà. Tout à fait. Ce style déjà, c'est quoi? C'est quel nom? C'est un style Good Luck. Ok. Nous le faisons avec plusieurs sortes de tissus. Souvent avec des tissus super 100. Ok. Super 100. Des tissus pantalons. Nous le faisons avec tous ces tissus. Mais le style Good Luck, au fait, c'est que c'est de la manière dont cela est taillé. C'est ça qui fait sortir le style réellement. Et c'est taillé de quelle manière? Alors, c'est taillé sur mesure. Souvent, vous voyez, même le président, vous l'avez vu, le président Good Luck, vous avez vu que c'est un style qui est bien taillé sur lui et que c'est la forme qui ressort réellement du style Good Luck. Donc, il ne suffit pas de prendre un pain quelconque, d'amener chasser un couturier, on dresse quelque chose et puis bon, voilà. Parce qu'aujourd'hui, la tendance est que lorsqu'on a une tenue un peu, on va dire à manche longue et puis c'est un peu long, on fait tôt de lui donner l'appellation Good Luck. Est-ce que toutes les tenues qu'on voit aujourd'hui, parce qu'il y en a de manches courtes, de manches longues, dites-nous, est-ce que toute cette sorte de tenue constitue également le Good Luck? C'est le Good Luck. En fait, c'est-à-dire, c'est la forme que nous donnons, c'est-à-dire dans la coupe, au tissu, qui fait ressortir réellement, c'est-à-dire ce style. Ce n'est pas qu'on va prendre n'importe quel tissu pour dire, je vais faire Good Luck. Ça dépend de la manière dont cela a été taillé. Et les tissus ont de noms? Vous pouvez nous donner quelques noms? J'ai dit tout à l'heure, on fait ça avec des tissus super 100. Des tissus super 100, ça veut dire quoi? Les pantalons super 100. Super 100, les tissus, comment dirais-je? Il y a d'autres tissus, par exemple, ce que j'ai porté, c'est un tissu rayure. Mais ça dépend de la manière dont cela a été taillé. Vous voyez? En fait, c'est ça. Alors, est-ce que tout le monde est spécialisé? Les couturiers sont tous... non, tout le monde n'arrive pas à réussir Good Luck. Parce que tout le monde n'arrive pas à réussir Good Luck. C'est-à-dire, il peut le faire, mais ça dépend de la manière dont cela a été taillé. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette tenue-là par rapport aux autres tenues? C'est la forme que nous donnons, c'est la forme. Alors, on a remarqué qu'avec, on va dire, l'avancée des choses, il y a aussi maintenant des tenues pour femmes. Ce n'est pas seulement hommes. Pour hommes. Oui, nous faisons aussi. Il y en a qui font on va dire, des modèles en couple, comme on le voit souvent lors des cérémonies, les week-ends. Vous voyez parfois des couples qui sont tous deux, et l'homme et la femme, habillés en Good Luck. Tout à fait. Donc il y a Good Luck dame. Oui, il y a Good Luck dame. Même dans la voiture. Il y a Good Luck dame qu'on fait avec pantalon. D'accord. On fait ça également en robe. D'accord. On va faire un tour à la régie et vous allez voir, on a préparé un petit cocktail d'images. Suivez plutôt. Make we scatter this place tonight. Dance and sweat till lights in a fight. We must settle this thing tonight. Yeah. Come, let us catch some feelings for night. Yeah. And if you tell me, say make a bello. I don't go waste time, but to do like so. Everybody me joke, this love. Yeah. This loving, no be chop and go. Hey, now because of you, I get to go strong. All over, this feeling got me falling. All over, get tired of something they do me for body, oh. All over, I make we spend this money, oh. All over, now because of you, I get to go strong. All over, this feeling got me falling. All over, get tired of something they do me for body, oh. All over, I make we spend this money, oh. All over, this one I Gilly and Romeo. Original.
get to goosebumps all over. This feeling got me falling all over. Get tired of something they do me for body, oh. All over. I make you spend this money, oh. All over. Now because of you, I get to goosebumps. Voilà donc tout un cocktail, un paquet de Good Luck. Les modèles sont vraiment légion, hein, n'est-ce pas, Rebecca? Variés, oui, on va demander à notre styliste tout ce qu'on vient de voir, toute cette tenue, c'est des Good Luck. Tout à fait, c'est de Good Luck. Ok, il y en a qui sont brodés, il y en a qui ne sont pas brodés. Il y a d'autres qui sont brodés, il y a d'autres qui ne sont pas brodés. Il y a d'autres que nous faisons même en demi-saison. Vous allez voir d'autres, c'est-à-dire l'euro, c'est-à-dire du Good Luck, ça peut être une autre couleur, le pantalon également une autre couleur. Ça peut être du blanc-bleu par exemple. Ça peut être du blanc-bleu. Ouais, non, donc on fait demi-saison. Ouais, donc, parfois vous brodez, parfois vous ne brodez pas, c'est selon le tissu au goût du client. Nous faisons ça au goût du client. Le client peut dire, fais-moi un Good Luck sans broderie. Et tu vas lui faire un truc bien clean. Des fois, on fait avec broderie et assorti avec un chapeau. Okay. Ouais, non, donc, généralement, on voit que le chapeau est aux couleurs. Tout à fait, ça que j'ai on marie le chapeau avec la couleur de la broderie, du fil utilisé par rapport à la broderie. Parfois même, on voit qu'il y en a même. Oui, il y a des pochettes. On fait d'autres, on fait de sans broderie avec des pochettes. Ok. Et avec des pochettes. Oui, donc, c'est ça. Alors, quel type de chaussures on peut mettre, par exemple, sur une tenue Good Luck? Il faut mettre des chaussures genre Pontini, bien clean. Ok. Alors, où, comment et quand est-ce qu'il faut porter les tenues de Good Luck? Aujourd'hui, Good Luck, ça dit, c'est porté un peu partout maintenant. Hein? Même dans les lieux du mariage, même les gens portent même ça pour venir au boulot. Les grandes réunions également, ouais, non. Donc, c'est accessible. C'est accessible partout aujourd'hui, Good Luck. D'accord. C'est accessible partout. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed. Je rappelle que vous êtes styliste spécialiste de la confection des tenues Good Luck. Tout à fait. Merci également à toi aussi, Rebecca. Merci, Monsieur Boussari, d'être passé sur le plateau de la parenthèse pour évoquer bien évidemment le Good Luck qui est aujourd'hui une tenue très prisée par très tendance aujourd'hui au sein, surtout non seulement des jeunes, parce que c'est ce qui fait aussi la différence, c'est que et jeunes, et vieux, et adultes, tout le monde aujourd'hui porte du Good Luck, et même les adultes font du Good Luck sur mesure, donc il n'y a pas de Good Luck qui soit, on va dire, où deux personnes peuvent rentrer à l'intérieur. Non, il n'y en a plus. Donc, voilà, merci donc à vous, messieurs, dames. On va retrouver à présent Mylène Fanou pour nous parler bien évidemment de santé, parce que quand Mylène est là, on parle santé. Généralement, vous entendez parler de compléments alimentaires, mais vous ne savez pas fondamentalement de quoi il est question ce matin avec Madame Santé, qui nous aide véritablement à savoir les gestes, à adopter les aliments à consommer. Bien évidemment, on va parler des compléments alimentaires. Mylène, bonjour, bienvenue. Bonjour Raymond, bonjour amis téléspectateurs, bonjour Rebecca, bonjour Bruno. Bonjour Mylène. Entre-temps, pendant que vous n'étiez pas là, il y a eu un festin sur ce plateau. J'étais là, j'ai tout suivi. On a fait un tour chez vous. Exactement, voilà. J'ai suivi. On va parler bien évidemment des compléments alimentaires. Oui. Et quel que soit le nombre de fruits ou de légumes qui composent votre plat, c'est la portion qui compte. On nous l'a souvent dit, il faut prendre 5 fruits et légumes par jour. Pour que notre organisme fonctionne correctement, il lui faut ces nutriments et vitamines. Mais on les retrouve également dans des produits commercialisés sous le nom de compléments alimentaires, sous forme de pilules, de gélules, de sachets de poudre et de flacons de liquide. Docteur Ayenan, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes microbiologiste, pharmacologue. Merci d'être là. Je vous en prie. Tout à l'honneur pour moi. Quels sont les composants d'un complément alimentaire? Alors, avant de répondre, je voudrais d'abord définir ce que c'est qu'un complément alimentaire. C'est donc toute denrée alimentaire qui est utilisée pour compléter un régime déficitaire en une substance ou en une autre. Alors, définir tel, un complément alimentaire est donc une association de vitamines ou de
nutriment qui donc est utilisé pour fortifier le corps. Donc, en termes clairs, un complément alimentaire est constitué de vitamines et de sels minéraux. Est-ce qu'on retrouve les deux dans un complément alimentaire, où il y a des compléments alimentaires avec des vitamines et des compléments alimentaires avec des sels minéraux? Alors, on peut, suivant le type de produit, le type de complément alimentaire, retrouver les deux, ou des compléments alimentaires riches en vitamines uniquement, ou des compléments alimentaires riches en sels minéraux. On peut avoir également d'autres compléments alimentaires qui sont donc rigoureusement composés d'acides aminés ou d'éléments probiotiques. Donc il y a plusieurs types, plusieurs catégories Tout à fait. D'accord. Comment est-ce que ça agit dans l'organisme? Alors, le complément alimentaire, c'est un produit donc alimentaire. Et il devrait donc agir comme tout produit qu'on prend. Un peu comme le riz, quand son métabolisme est achevé, il produit donc des nutriments qui sont utilisés comme par l'organisme. Donc le complément alimentaire utilisera également le même mode de digestion et d'assimilation. Quand moi je vois un complément alimentaire, je me dis automatiquement que c'est un produit chimique. Est-ce que ce sont réellement des vitamines ou des produits chimiques? Et qu'est-ce que c'est qu'un produit chimique? Alors, il faudrait qu'on fasse la nuance entre ce que c'est qu'un produit chimique et ce que c'est qu'un produit synthétisé. Le produit chimique peut avoir une origine synthétisée ou une origine naturelle. Lorsqu'on fait une infusion, par exemple, lorsque je mange, alors, je mange quoi? Un fruit, ce qui produit la sensation nutritionnelle ou produit un effet physiologique, c'est une substance chimique. La plante que nous prenons en infusion, c'est une substance chimique qui donc nous procure la satisfaction qu'on en attend. Et donc, un complément alimentaire ou une substance chimique n'est pas forcément, ne doit pas avoir une connotation péjorative. Donc, une substance chimique n'est pas péjorative. Lorsque la substance est synthétisée, c'est en ce moment que ça pourrait avoir, suivant le mode d'utilisation et le non-respect de certains paramètres, on pourrait donc avoir l'effet tant décrié. Alors, qui est-ce qui peut prendre un complément alimentaire? Tout le monde peut prendre un complément alimentaire ou c'est destiné à une catégorie de personnes? Voilà. Tout le monde peut prendre un complément alimentaire. Tout dépend donc du régime alimentaire de ce dernier. Lorsque vous et moi, nous sommes à Cotonou, nous sommes dans les grandes villes, nous sommes au boulot, il y a ce que nous appelons le régime alimentaire qui n'est pas totalement respecté. Et donc, nous avons un déficit en éléments nutritionnels. En ce sens, le complément alimentaire viendra donc compléter ce qui nous manque. Alors, si on mange convenablement, et on mange convenablement en termes de qualité, d'accord, on n'aura pas besoin d'un complément alimentaire. Alors, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qui contiennent des éléments nutritifs précis, c'est-à-dire des compléments alimentaires qui ne contiennent rien que des lipides, qui ne contiennent rien que des glucides, qui ne contiennent rien que des protéines, par exemple, c'est-à-dire si je suis en manque de protéines, je vais acheter un complément alimentaire de protéines, je vais acheter un complément alimentaire de glucides? Oui, oui. Et en référence au type de compléments alimentaires, nous avons 7. Il y a les compléments alimentaires qui sont donc des vitamines, qui constituent aussi une catégorie. Il y a vitamine A, B, ainsi de suite. Nous avons les compléments alimentaires qui sont relativement composés de sels minéraux. Donc, si je suis en déficit d'éléments minéraux, donc je m'adresse à ces types de vitamines, de compléments alimentaires. Il y a les éléments riches en faits à base de probiotiques. Les compléments alimentaires qui sont donc également réalisés à partir des acides aminés, des protéines, comme vous l'avez dit. Donc, il y a plusieurs classes de compléments alimentaires. Suivant mon besoin, je pourrais donc m'adresser à tel type ou à tel autre.
Donc, tu permets, Mylène, il y a une différence alors entre compléments alimentaires et vitamines parce que souvent on nous dit, tu prends cette vitamine et tu peux aussi prendre un complément alimentaire. Il y a une différence? Il n'y a pas une différence majeure. Le complément alimentaire est donc, la vitamine est un complément alimentaire. Et donc ce serait un abus ou un pléonasme que de dire prends ce complément alimentaire et prends cette vitamine. Ce qui serait indiqué, c'est de mentionner prends la vitamine. Je vous conseille donc un complément alimentaire à base de vitamines ou à base d'extrait de plantes. Et on entend d'ailleurs le mot alicament. En parlant de ça, c'est quoi un alicament? Un alicament, c'est un mot composé qui est donc un produit qui peut être à la fois utilisé comme aliment et à la fois utilisé comme un médicament. Je prends par exemple l'ananas. L'ananas peut être utilisé comme un complément alimentaire lorsqu'on peut dégraisser. Et il peut être également utilisé comme une source de vitamines lorsqu'il est consommé après le repas, par exemple. Et ces produits sont généralement vendus sans ordonnance. Est-ce sans danger? Non, ce n'est pas sans danger. Ce n'est pas parce que c'est en vente libre qu'on doit se permettre de l'acheter et de consommer comme on le voudrait et quand on le voudrait. L'idéal serait donc que l'on prenne conseil chez un spécialiste pour mieux faire le choix et la posologie à suivre dans sa consommation. D'accord. Il faut donc alors bien se nourrir. Bien se nourrir. Prendre 5 fruits et légumes par jour. Oui, et si on a l'impression qu'on a une carence, il faut d'abord aller consulter avant de prendre ces compléments alimentaires. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci également à vous aussi, Mylène Fanou. Désormais, vous savez tout sur les compléments alimentaires, vous savez tout sur les gestes à adopter. Cette émission, la parenthèse, va se poursuivre, mais avant, on va faire un tour aux relations publiques et on revient juste après. Communiqué conjoint du ministre des Enseignements maternels et primaires, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle dans le cadre de la tenue, le samedi 24 août 2019, de l'évaluation des enseignants directement reversés en agent contractuel de l'État. Le gouvernement informe les enseignants concernés que toutes les dispositions sécuritaires sont prises afin d'assurer leur participation effective à la dite évaluation dans la paix et la sérénité. Par ailleurs, le gouvernement tient à mettre en garde tous ceux qui profèrent des menaces, tentent d'empêcher les enseignants d'aller composer ou qui usent des moyens d'intimidation visant à entraver de quelque manière que ce soit le processus qu'ils sont suivis et subiront toute la rigueur de la loi. Enfin, le gouvernement tient à remercier tous les partenaires sociaux qui ont montré leur bonne foi à l'accompagner et voudrait compter sur le sens de responsabilité et d'engagement de toutes les parties prenantes au processus pour un succès sans faille de cette opération d'utilité majeure dont l'objectif fondamental est l'amélioration de l'efficacité interne et externe de l'éducation nationale dans notre pays. Retour plateau pour continuer par parler, bien évidemment, on va dire quoi? On va parler à présent du talk.
on va parler de job de vacances. De job de vacances, vous savez, on est en vacances et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font des activités génératrices de revenus. Il y en a qui quittent le village pour la ville pour pouvoir venir exercer telle ou telle autre activité. Mais il y a de ces activités-là qui sont à haut risque. Rebecca Kenyan s'intéresse aujourd'hui à de jeunes vacanciers qui sont émigrants. On suit son reportage et on revient juste après. Ils sont partout, sur autoroute, dans toutes les ruelles, en ville comme en race campagne. Leur signe de reconnaissance, chemise ou tunique jaune, juchée sur leur moto. Les émigrants Tassi-Moto, inventés au Bénin puis exportés depuis des décennies en Afrique. J'ai choisi le ZEM, c'est auto aussi, c'est pas affaire de clientèle. Là, ici maintenant, si je dépose quelqu'un, si en tenant, je prends mon argent en même temps. La personne ne me doit pas. Moi-même, je ne dois pas la personne. Dans leur rang, des chômeurs de tout horizon, diplômés sans emploi, fonctionnaires démunis, mais depuis peu, ceux-là sont rejoints par des plus jeunes. Des vacanciers émigrants saisonniers, la plupart sont étudiants ou collégiens, envoyés sur les routes par l'infortune. Je conduis le ZIM. Cela fait déjà 3 ans. Au moment où j'étais en seconde, à cause des contributions, on m'a renvoyé au moment de la fin des études. J'ai commencé le ZIM pour avoir de l'argent pour satisfaire mes besoins et payer mes contributions, mes fournitures et autres là, pour être un peu libre. Je suis arrivé ici pour chercher un peu d'argent pour avoir conduit les études. Depuis ma classe de 4e, j'ai commencé par circuler un peu pour trouver les moyens, pour pouvoir payer la contribution, aussi payer les cahiers. L'année passée, j'ai pu obtenir mon bac, donc je suis en 2e année maintenant. Avec une moto, souvent louée en quête de sous pour survivre et assurer les prochaines dépenses de rentrée scolaire. Pour eux, les vacances équivalent au dur labeur sous le soleil, la pluie, exposés aux risques mortels de la route. La circulation à Cotonou ici, c'est un peu dense. Voilà, donc on est un peu éveillé dans la circulation. Chaque jour, on prie. On a encore peur de tout, mais pourtant on a besoin d'argent. C'est à cause de ça qu'on a subi tous les risques qu'il y a dedans. On ne veut même pas quitter dedans. Bon. Si tu restes à la maison, tu vas trouver quoi? Il y a trop d'inconvénients. Si tu ne sais pas circuler rapidement, d'autres peuvent venir te cogner et ça peut être accidenté pour toi. Aussi, si tu n'as pas les moyens, c'est à toi d'envoyer l'intéressé à l'hôpital ou bien tu vas rester là. Peut-être les sapeurs-pompiers peuvent venir à 2 heures du temps pour pouvoir t'évacuer à l'hôpital. Privés des joies et juste repos des vacances, ces jeunes scolaires ont choisi de se construire un avenir au forceps. Dans un pays où l'emploi est un défi, ils apprennent déjà à se battre peut-être un peu trop tôt, peut-être aussi au péril de leurs études, si ce n'est de leur vie, pour les malchanceux. Merci donc à vous, Rebecca Kenyan, pour ce reportage. Et c'est justement ça qui installe le débat. Et justement, on reste avec vous pour évoquer ces jeunes-là qui, bien généralement, en tout cas pendant les vacances, se donnent à telle ou telle autre activité. Ce n'est pas seulement conducteur de taxi-moto. Il y en a qui également embrassent déjà, on va dire, d'autres secteurs d'activité. D'abord, le job de vacances. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Je suis pour. Pour, Ariane? Je Pour suis pour. aussi. Bien sûr, pour. Pour mais. Pour mais. Oui, il y a toujours un mais derrière. Alors oui, dites-nous, généralement, ces jeunes-là qui sont conducteurs de taxi-moto, quels sont les risques qu'ils encourent? Les risques sont parfois énormes, Eman. Comme je l'ai évoqué dans le reportage, vous voyez, il y a les risques d'accidents de route, par exemple. Et ils en sont conscients, en fait. Ils en sont conscients. Ils savent qu'ils risquent d'avoir des accidents de circulation. Mais ils le font parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de ces sous pour certains commencer la nouvelle rentrée scolaire, acheter des ouvrages, des livres et tout. Donc, c'est vrai, les jobs de vacances sont risqués. On va revenir après sur les risques. Mais avant, Bruno Soali, quand on parle de job de vacances, d'où est partie cette idée-là de travailler pendant les vacances?
Je pense que c'est fondamentalement une culture européenne où vous voyez les étudiants qui sont en même temps des employés, même en période de cours, donc en vacances, ça On l'est. a vu Mélodie l'a évoqué tout à Voilà, l'heure donc, dans son voilà, donc intervention. en vacances, ça l'est encore plus. Donc, cette habitude est en train de prendre chez nous. Vous retrouvez plusieurs catégories. Il y en a qui le font parce que les parents sont démunis et pratiquement leur scolarité à leur propre charge, donc ils sont obligés pendant les vacances de s'adonner à une activité. Il y en a aussi qui parfois sont issus des parents aisés, mais des parents estiment qu'il faut que l'enfant apprenne à se battre, Fasse l'expérience de voilà, la vie. fasse l'expérience de la vie et apprenne à se battre par lui-même. Et donc en vacances, cet enfant-là ou ce jeune garçon, cette jeune fille est amené à aller chercher de l'argent, à aller travailler. Mais ce n'est pas toutes sortes de travail qu'un élève ou un étudiant peut choisir de faire pendant les vacances, parce que l'objectif, il ne faut pas oublier, la rentrée là. Quand vous choisissez un travail trop épuisant, par exemple, et qui, au moment de la rentrée, pendant que tout le monde revient tout frais, vous revenez vraiment fatigué, vous dormez en classe parce que les vacances ont été vraiment surchargées pour vous, et que même parfois vous n'avez pas eu le temps de feuilleter les cahiers de la classe supérieure, par exemple, c'est un peu compliqué. Donc il faut aussi savoir gérer les choses. Il faut un boulot qui vous donne un peu de temps pour quand même feuilleter les cahiers, parce que après il faut la réussite à l'école aussi. Il faut aussi des jobs qui ne vont pas vous comment on va dire, vous exposer à certains risques. Je prends par exemple une élève qui est en classe de première et qui choisit comme job de vacances d'être une serveuse de bar. C'est un peu dangereux parce que parmi les clients, vous savez, il y a des gens, excusez de peu l'expression, qui sont pervers. Elle peut commencer par subir des pressions. Après, c'est une grossesse qui est très vite arrivée. Le cursus scolaire est hypothéqué. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, les parents aussi doivent suivre cet aspect des choses-là. Qu'est-ce que l'enfant fait pendant les vacances? Ariane, quel type de job de vacances faut-il pour les apprenants? Mais ça dépend déjà de ce que j'aime faire dans la vie. Comme le disait Bruno tout à l'heure, être serveuse, par exemple, dans un bar, c'est pas un job adapté pour une jeune élève. Bon, pour les hommes, ça peut encore se comprendre. Parce que, bon, il n'y a pas souvent des cas de harcèlement, peut-être, et de perversité entre griffes. Mais bon, pour les femmes, c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de jobs aujourd'hui. Il y a des gens, par exemple, qui attendent la période des vacances pour pouvoir recruter des jeunes pour gérer leur boutique, par exemple. Voilà des trucs qu'ils peuvent faire. Il y a des gens qui ont des librairies, des trucs de librairie à thé et autres, qui recrutent des jeunes pour travailler avec eux, pour vendre des livres dans les feux tricolores. C'est vrai que là aussi, il y a des risques, parce que la vente à la sauvette, il y a beaucoup de risques. Mais bon, ça leur permet quand même d'avoir un petit quelque chose pour pouvoir préparer leur entrée. C'est vrai, on ne vient pas tous de familles aisées. Il y en a qui sont plus riches, il y en a qui sont moins riches, il y en a qui sont pas riches. Donc, on est obligé de jongler, de voir un peu comment est-ce qu'on s'organise pour pouvoir préparer sa rentrée. Il y a par exemple des apprenants qui n'ont peut-être pas, qui sont orphelins de père et de mère, qui vivent peut-être avec une tante, avec un oncle, à qui on ne donne pas tout ce qu'il faut donner. Le gars, il est obligé de se débrouiller. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a par exemple, par exemple, quand vous entrez un peu dans le système des Blancs, moi j'ai déjà vu ça, en classe de 3e déjà, un petit blanc te dit qu'il a envie d'aller faire un stage en entreprise durant la période de ses vacances. Parce qu'il s'intéresse peut-être à un métier, je suppose que c'est le journalisme. Il vient ici, il dit, je veux faire un stage à l'ORTB par exemple, pour pouvoir toucher un peu du doigt les réalités du métier. Et ça lui permet de voir s'il peut tenir dans ce métier à la longue, même si il l'aime. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'opportunités dans les jobs, les stages et autres de vacances. Mais en même temps, il faut faire très attention. Alors, Mylène, quelle est la part de responsabilité des parents, mais également des élèves eux-mêmes ou ceux-là qui s'adonnent à ces activités de vacances, à ces activités génératrices de revenus? Quelle est leur part de responsabilité? Parce qu'on le rappelle, il y en a qui ne l'ont pas forcément demandé ou ne l'ont pas forcément choisi parce qu'ils sont peut-être obligés de faire ces jobs de vacances-là. Déjà, je suis pour quand l'apprenant est obligé de le faire. Quand il est obligé de le faire, on le comprend. Mais quand les parents ont la possibilité de laisser l'enfant se reposer,
et après peut-être faire un job de vacances dans son domaine, l'enfant peut y aller. Maintenant, il faut que ceux qui font réellement des jobs de vacances épuisants, il faut qu'ils puissent commencer peut-être au début des vacances et prendre le temps de se reposer après. Parce que s'ils ne se reposent pas, ils ne pourront pas bien reprendre les cours. Alors, Bruno Soili, justement, c'est là que réside le véritable problème. Vous avez des apprenants, les vacances généralement c'est 60 jours ou un peu moins, et vous avez des jeunes qui vont jusqu'aux portes de la rentrée, c'est-à-dire c'est à la veille de la rentrée pratiquement. Oui, il y en a même qui attendent peut-être déjà que la rentrée commence au milieu du mois de septembre désormais. Ils attendent même de finir le mois de septembre dans l'activité qu'ils auraient choisie pendant les vacances pour pouvoir boucler le mois de septembre afin de récupérer ces sous-là. Ces sous qui ne sont pas forcément, suffisants. Ces sous qui sont dérisoires. Est-ce qu'il ne faut pas arriver à un peu réglementer le secteur pour pouvoir éviter qu'on exploite, parce que ça s'assimile parfois à de l'exploitation? Oui, ça s'assimile à de l'exploitation. Parfois, vous voyez des élèves ou des étudiants qui s'adonnent à des activités en vacances et qui oublient la rentrée d'un mois même avant de revenir. Et comme je l'ai dit, ils reviennent totalement esquintés. Et non seulement ça, vous avez aussi la rémunération. On n'en parle pas, mais c'est important. La rémunération, parfois, il y a des élèves qui s'adonnent à des activités ou des étudiants, mais au bout du compte, vous vous rendez compte qu'à la rentrée, ils n'ont pas gagné grand chose parce qu'il fallait se déplacer pour aller au lieu de travail, etc. Et la paye n'a pas véritablement, après avoir payé le transport, il ne reste pas grand chose. Donc, au bout du fil, vous vous rendez compte que vous êtes esquinté pour presque rien. Et donc, parfois, c'est un peu cela. L'autre aspect aussi qu'on doit évoquer dans ce talk, c'est il y a aussi une marge, il y a une catégorie d'élèves ou d'étudiants dont les parents vivent en zone rurale, où les vacances, c'est clair, il n'y a pas de job de vacances pour toi, tu rentres labourer la terre avec les parents. Il y a aussi cet aspect-là où c'est beaucoup plus familial et c'est de la production agricole là que viendra peut-être ton salut pour la rentrée des classes, etc. Donc, c'est un circuit tout tracé pour toi. C'est clair qu'en vacances, tu rentres au village, tu vas faire le job. Donc, ceux-là aussi, c'est des élèves, généralement des étudiants qui reviennent très fatigués parce qu'ils ont labouré la terre tout le temps pendant les vacances. Donc, il faut réguler ça. Il faudra relâcher l'élève ou l'étudiant quelques semaines avant la rentrée, le temps pour lui, comme je l'ai dit, non seulement de feuilleter les cahiers, quelques livres, mais aussi de se reposer pour pouvoir revenir en forme à la rentrée. Moi, j'ai déjà vu des jobs de vacances éloignés des apprenants de l'école. Parce que le gars, en période de vacances, il se dit, bon, il faut que j'aille faire un job. Il rencontre des gens qui lui disent, bon, écoute, allons dans tel pays ou à la frontière de tel pays, on va gérer, on te donne du travail, tu travailles. Le gars, bon, il revient après, quand son contrat a pris fin, il revient peut-être avec sa nouvelle moto et tout. Il estime qu'il y a la vie là-bas, quoi. Donc, bon, il n'a plus le temps d'étudier et quelques temps après, il repart. Et puis, c'est fini, l'aventure commence comme ça. Je me demande, bon, qu'est-ce que ces personnes-là vont devenir à la longue? C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus chanceux que d'autres. C'est vrai que c'est peut-être son destin d'emprunter ce chemin, mais rien ne prouve qu'il va réussir dans la vie. Et puis, il y a pas mal de conséquences après. Parfait, d'accord. Quelque part, Rebecca, il n'y a que le système éducatif, fondamentalement, on n'ouvre pas aujourd'hui la porte quand vous êtes, on va dire, au collège. C'est-à-dire on est beaucoup plus dans l'enseignement général et donc manuellement, vous ne savez pas faire grand-chose. Est-ce que revenir au système de coopérative, c'est-à-dire comme on faisait un peu par le passé, où les apprenants sont très tôt mis dans un moule, où ils apprennent à faire quelque chose, ainsi pendant les vacances, ils peuvent s'appuyer sur ce savoir-faire-là qu'ils ont eu à engranger au cours de l'année pour pouvoir peut-être se faire un peu de revenus, bien évidemment. Oui, moi je pense que ce serait très bien si on pouvait le faire, si le système éducatif pourrait aller dans ce sens, ce serait très bien. Parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est quelque chose de très bien. Vous voyez des jeunes qui, à 15 ans, ont déjà créé des startups, ont déjà des idées innovantes et
l'Afrique regorge beaucoup de talents et ces enfants, on peut les orienter dans ce sens-là, pourquoi pas. Je pense que pendant les périodes de vacances, on peut déjà faire ça. Et là, les parents déjà à la maison, on fait la chimie à l'école, n'est-ce pas? Donc après, est-ce que tu te sens bien en chimie? Est-ce que tu penses qu'en technologie, tu arrives à te retrouver pendant les vacances? Pourquoi pas lui trouver quand même des jeux qui vont l'amener à développer ces idées-là. Peut-être que lui-même, il ne savait pas, il s'en rendait pas compte. Ça va l'amener à développer ses idées. Et pourquoi pas, à la rentrée scolaire, il booste ses performances. Et puis, bon, ça part comme ça. Alors, on fait comment finalement pour réglementer le secteur Bruno Soili pour que les jeunes ne soient pas exploités fondamentalement avant, on va dire, le démarrage de l'année, parce qu'au final, c'est qu'ils se retrouvent perdants dans l'histoire. Oui, il faudra déjà, je dirais, centraliser les annonces de jobs de vacances. Ailleurs, les choses sont centralisées. On sait qui recrute qui recrute quoi, qui cherche quel profil pour recruter. Et donc, les choses sont plus ou moins, on va dire, réglementées. Si ça pouvait être le cas ici, ce serait bien parce que quelqu'un l'évoquait tantôt sur ce plateau. Il y a, on va dire, l'aspect exploitation des choses. Vous avez des parents qui, parfois, pendant les vacances, peuvent envoyer la petite fille, par exemple, aller faire le travail de domestique ailleurs. Ça, c'est de l'exploitation. Et la fille finit peut-être les 2-3 mois de travail sans véritablement entrer en possession de l'argent. Et ça reste vraiment très inconnu, très discret parce que ce n'est pas réglementé. Personne ne sait à part la famille et à la famille qui envoie l'enfant et la famille d'accueil. Donc, c'est vraiment compliqué. Il faudra véritablement qu'à ce niveau-là, un travail se fasse pour que désormais, on sache en termes de job de vacances quel enfant est soumis à quoi et interdire certains jobs de vacances aux élèves et étudiants. Vous ne pouvez pas être élève, par exemple, comme je le disais, et aller embrasser un travail de service de bar et vous rentrez à 1h, 2h du matin, 3h du matin. Ça ne répond à aucune logique. Et donc, cette vie-là, parfois, il y a des pièges. Vous pouvez tomber dans le vice de l'alcool, vous devenez un ivrogne ou une ivrogne et après, à la rentrée, c'est compliqué. Vous n'avez plus le goût de l'étude parce que vous avez eu des pourboires par-ci, par-là et vous avez eu le goût de l'argent. Donc, on veut désormais travailler parce que voilà, c'est lucratif, on y gagne de l'argent, on a des clients spéciaux, etc. Donc, voilà, vous pouvez tomber enceinte, je l'avais déjà évoqué. C'est un peu compliqué, c'est des travaux vraiment qui sont à risque. Au final, Mylène, vous avez votre frère ou votre soeur, un parent proche à vous, vous lui conseillez les jobs de vacances, lui, très rapidement. Ce serait bien que nos entreprises puissent aussi ouvrir cette fenêtre-là, offrir des stages de vacances rémunérés. C'est important, rémunérés, pour permettre à l'étudiant, par exemple, qui est en agronomie, qui est en droit, de pouvoir, on va dire, expérimenter le milieu professionnel tout en ayant un petit revenu pendant les vacances. Donc, les deux vont de pair, mais à la fin, l'étudiant gagne parce que oui, en vacances, il se serait, on va dire, cultivé davantage, il aurait eu professionnellement un plus et financièrement aussi, il aurait eu un plus. Parfait. Alors, au final, on retient quoi, Mylène, pour ou contre les jobs de vacances? Je suis pour, mais quand c'est dans le domaine de l'enfant, là où l'enfant se sent bien, et c'est pendant une durée donnée, pas durant toutes les vacances. Et réglementer surtout les jobs de vacances, n'est-ce pas? Alors, on retient donc sur ce plateau qu'il faut les jobs de vacances, d'accord, pour ces apprenants-là, pour certains d'expérimenter, on va dire, la vie, pour d'autres de pouvoir chercher des revenus nécessaires pour la prochaine rentrée, mais pas pour autant faire n'importe quel job de vacances, pas pour autant verser dans l'excès, verser dans des activités qui ne vous rapportent pas fondamentalement grand-chose, si ce n'est vous conduire à la perversion. Merci beaucoup à vous, chers chroniqueurs. On va passer à quoi? À Vie de Star qui nous raconte les coulisses des artistes dans toute leur plénitude. Donc, les artistes dans leur intimité, c'est dans Vie de Star avec Rebecca Kenyaoundé. Et on s'intéresse à qui pour ce premier numéro de Vie de Star? Pour ce premier numéro, on s'intéresse à Huguette Lema Balogun, c'est son nom. Elle a fait son apparition dans le showbiz en 2016. Lema, à travers cet élément, nous parle d'elle, mais surtout de son quotidien. C'est une vidéo tournée par l'artiste elle-même. Bonjour chers fans,
mesdames, bonjour chers téléspectateurs. Moi c'est Lémon Balogun à l'état civil. Et Lémon, je suis artiste, chanteuse, musicienne, compositrice et interprète béninoise. Aujourd'hui, on va découvrir un peu comment je passe la plupart de mes journées. Et il est 9h, disons 8h45 comme ça chez moi. Quand je me lève après la toilette, je fais la corde, j'essaie de faire un peu de sport parce que c'est utile. Donc on va déjà commencer par la corde. Je vais prendre la corde et puis on va commencer. Je le fais souvent sur la terrasse. Donc on va dehors et voilà, c'est dehors chez moi. Comme ça. Et donc voilà, c'est un peu comme ça. Aujourd'hui c'est un jeudi. Je fais de répétition 2 fois par semaine avec les danseurs. Donc, ils vont arriver dans l'après-midi, on va répéter un tout petit peu. Les jours où je n'ai pas de répétition, soit je suis à la maison, ou si j'ai des courses à faire, je vais en ville, la coiffeuse, des trucs comme ça, ou bien la boutique. Et quand je suis à la maison, quand je ne fais rien, WhatsApp, la télé, Facebook, Instagram et tout ça. Et là, tout à l'heure, je pense que je vais aller en cuisine pour préparer un petit truc et manger parce que je vais commencer par avoir faim. Donc voilà un peu comment ça se passe ma journée. Léma Balogun dans la parenthèse, Rebecca. Oui, bien sûr, il faut rappeler que le premier single qui a révélé l'artiste au monde du showbiz béninois fut le titre Théou Medji Théou Meta. Merci, donc on va retrouver Vie de Star déjà vendredi prochain. Oui, vendredi prochain. Voilà, mais avant on installe tout de suite le quiz, la rubrique que vous aimez tant. Cinq questions pour déterminer le champion ou l'équipe championne d'aujourd'hui. On va y aller très rapidement. On a 5 minutes pour répondre à 5 questions. Bien évidemment, la première équipe a remporté 3 bonnes réponses. Repart avec le trophée du jour. Et aujourd'hui, on va y aller. On va faire des équipes croisées. C'est quoi le trophée du jour? Je vous le dirai en off. Alors, on va faire des équipes croisées. Donc, Mylène, Ariane, Bruno, Rebecca. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Oui. Pourquoi pas? Mylène, Ariane, équipe A. Et Rebecca, Bruno, équipe B. Donc, Mylène, Ariane, Rebecca, Bruno. Alors, on va y aller très rapidement. Qui suis-je? Je suis né en 1958 à Bukavu, en République démocratique du Congo. Aîné d'une grande fratrie, je suis très tôt contraint de quitter l'école pour subvenir aux besoins de ma mère et de mes frères et sœurs. Adolescent, je m'initie à la guitare et intègre le conservatoire de musique de Kinshasa.
En 84, je m'installe en France où je m'inscris dans l'une des grandes écoles européennes de jazz et collabore avec des artistes de renom tels Papa Wemba et Manu Dibango. En 92, j'enregistre mon premier album solo et me produis en première partie d'un concert d'Angélique Kidjo à l'Olympia. Avec mes albums couplés en français, anglais, lingala et swahili. Kofi Olomide. Le Kwakanza. Bonne réponse donc pour l'équipe B, le Kwakanza. Je finis. Donc, les indices, on me surnomme la voix d'or de la République démocratique du Congo. J'ai participé à 2 saisons de The Voice Afrique francophone en tant que coach. Mon poulain a même remporté la première saison. Exactement. Je suis le Kwakanza. Bravo à l'équipe B. Deuxième indice, qui suis-je ou deuxième identification, qui suis-je? Figure marquante de l'Afrique. Je vis une enfance privilégiée au sein d'une famille riche, catholique, encore enracinée dans la société traditionnelle. J'arrive par la suite en France pour poursuivre mes études au lycée et à la Sorbonne. J'obtiens une agrégation de grammaire avec Léon Gontran Damas et Aimé Césaire. On fonde le mouvement de la négritude. Poète, écrivain, homme politique, je suis le premier Africain à siéger à l'Académie française. Aimé Césaire? Pas du tout. Mauvaise réponse. Je suis le premier Africain à siéger à l'Académie française et le premier président de la République du Sénégal. Je suis... Abdou Diouf? Non, je suis Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, chers amis. Je suis Léopold Sédar Senghor. Bonne Quand réponse. les questions viennent comme ça, beaucoup de notre tu t'en... Troisième identification. Je suis le fils d'un membre du groupe musical Viva la Musica, du célèbre chanteur congolais Papa Wemba. Je suis né et j'ai grandi en France. Je suis les traces de mes parents en devenant moi aussi artiste. L'un de mes morceaux préférés a même été visionné des millions de fois et a été certifié single de platine. Ma célèbre formule « Oh, oh, ah » en début de chanson reste ainsi. Finalement, le point c'est pour l'équipe Mylène. Pour l'équipe de Mylène. Donc, ma célèbre formule « Oh » en début de chanson reste un signe distinctif de mes morceaux. Je suis le petit frère de Maître Gims. Je suis bien évidemment Dadju Djouna. Troisième ou quatrième identification. Situé en plein cœur de la ville capitale, je suis un véritable monument symbole de l'adhésion du régime révolutionnaire. L'étoile rouge. L'étoile rouge, la place de l'étoile rouge. Donc, on est à 2 partout, c'est bien ça? Oui. On est à 2 partout. Oui, oui. La question pour départager. Qui suis-je? C'est pas 2 partout. Ça fait 3. Ça fait 3. Ça fait 3 bonnes réponses. Donc, autant ne plus continuer le jeu. En faveur de ça fait 3. En faveur de nous, bien sûr. Ah, d'accord. Voilà, donc, voilà, vous ne suivez rien, papa. Oui, je suis plongé dans la question. On va quand même terminer donc, la question, ou du moins la rubrique. Je pense que c'est bon. Hein, on sait qui a gagné. On sait qui a gagné. Mais bon, pour répéter les mots de Nicanor, pour l'honneur, pour la postérité, pour la gloire des liés à jamais, on va répéter la dernière question. Je suis diplômé de l'Université de Columbia de New York en sciences politiques, spécialisé en relations. En 83, je travaille d'abord dans un cabinet de consultants au service de multinationales comme assistant de recherche, puis comme analyste financier avant de tout quitter et devenir en 85 organisateur communautaire dans le quartier noir défavorisé de Bronzeville, toujours aux États-Unis. En 87, je suis accepté à la faculté de droit de Harvard, dont je sors 3 ans plus tard. Diplômé avec brio, le 9 octobre 2009, je reçois le prix Nobel de la paix. Je suis le 44e président des États-Unis d'Amérique. Je suis bien évidemment Barack Obama. Je suis surtout le premier président noir des États-Unis. Je suis Barack Obama. Merci à donc l'équipe qui a gagné, Mylène. Ton équipe a gagné aujourd'hui? Non. C'est plutôt l'équipe de Bruno. L'équipe de Bruno. N'est-ce pas? Donc, Bruno, poser les questions et... Rassurez-vous, prochainement, moi-même, je vais faire le quiz. Je vais laisser le quiz à Bruno. Bonne idée, enfin. N'est-ce pas? Oui. Ah non, rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Merci donc à vous, chers chroniqueurs. Merci beaucoup. On finit donc cette semaine toute en beauté, bien évidemment. La parenthèse se referme ici et maintenant. Retrouvez-nous lundi prochain quand il s'en ira très exactement 7h00. D'ici là, portez-vous très bien parce que justement, sans vous, vous le savez, nous n'existons pas.